Le Proche-Orient qui s'embrase après l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, jeudi dernier, et les bombardements lancés par Israël sur le Liban. L'Iran a réagi en envoyant près de 200 missiles balistiques sur Israël hier vers 19 heures heure française. Comment arrêter l'escalade? La France peut-elle faire entendre sa voix? Bien sûr que la France peut faire entendre sa voix. D'abord, en réaffirmant, et je sais que le ministre des Affaires étrangères est allé au Liban hier, il a eu raison, en soutenant le Liban agressé, cannibalisé, abîmé par le Hezbollah chaque jour davantage. Et puis évidemment, en condamnant les attaques de l'Iran faites contre Israël, c'est-à-dire en fait en soutenant Israël, en continuant à soutenir Israël, qui se défend non seulement contre des terroristes, mais aussi contre des voisins qui veulent les exterminer. Et donc je crois que la voix de la France, c'est de montrer un soutien inébranlable face à Israël. Pas, je ne dis jamais un soutien inconditionnel, parce que je pense que le seul pays qui mérite un soutien inconditionnel, c'est notre propre pays, c'est la France, donc, mais un soutien inébranlable face à Israël qui lutte contre le terrorisme et qui lutte contre l'islamisme. Israël a promis de répliquer aux tirs de missiles iraniens. Ils payeront, a dit le porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que vous soutiendrez une riposte d'Israël sur l'Iran? Mais comment ne pas soutenir un peuple qui se défend? Comment ne pas soutenir une démocratie qui est agressée? On est à 1 an des attaques du 7 octobre, de ces centaines de victimes. On a des otages qui sont encore pris dans les mains des terroristes du Hamas. Comment ne pas soutenir Israël? Évidemment que Israël attaqué par l'Iran, Israël attaqué par le Hamas, Israël attaqué aussi au Liban par le Hezbollah, en réalité, doit et peut se défendre. Il y a un cadre. Alors, il y a un cadre juridique dans lequel, évidemment... Il est respecté, le cadre juridique? En tout cas, il faut appeler à ce qu'il le soit chaque jour davantage. Sur le Liban, il est respecté, le cadre juridique? En particulier, c'est vrai, une certaine retenue d'Israël vis-à-vis des populations civiles. Il y a un cadre, il faut que les répliques d'Israël se fassent dans ce cadre. Il y a une résolution, je crois que c'est la résolution 1701 de l'ONU sur les bombardements et les stratégies de guerre qui doit être respectée. Michel Barnier, hier, a appelé à faire cesser les hostilités au Liban. Vous appelez, vous aussi, Israël, à cesser les bombardements et les incursions terrestres au Liban, ou il faut qu'ils continuent? Mais l'arrêt des bombardements ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un plan politique derrière, où il y a une solution politique derrière. On ne peut pas juste dire arrêtez les bombardements et rentrez chez vous. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne fonctionnera pas. Benjamin Netanyahou a un plan politique? En tous les cas, il va falloir qu'il y ait un plan politique, et c'est là où la France peut probablement jouer, parce que la France est à la fois amie d'Israël, amie du Liban. Oui, nous avons un rôle à jouer. Si on dit simplement à Netanyahou arrêtez les bombardements, c'est inentendable pour lui. Il faut un plan politique. Il faut un plan politique d'abord pour aider le Liban aussi, pour l'aider à se reconstruire demain, pour l'aider à mettre en place un régime démocratique, l'épauler, l'accompagner dans ce processus à venir. C'est essentiel. La France a un mot à dire, un rôle à jouer, c'est une évidence. Sébastien Chenu, venons-en donc maintenant au discours de politique générale de Michel Barnier. 1h30 de discours, un exposé de 5 chantiers prioritaires qu'on va détailler. Mais d'abord, une question simple, rituelle. Avez-vous trouvé ce discours à la hauteur de la situation politique, inédite tout de même, de la France? C'était quand même le grand méchant flou, quoi. Michel Barnier a cherché un peu à nous endormir, à zigzaguer entre les lignes rouges définies par les différents groupes politiques, à gagner du temps aussi, probablement, ça se voyait. Et de tout ça, il ressort quelque chose, une impression qui n'est pas très claire. On ne sait pas très bien jusqu'où il veut aller sur le pouvoir d'achat des Français, sur la sécurité, sur l'immigration. Il a fait des impasses aussi terribles. Je l'entendais quelques jours avant le discours de l'Assemblée nationale dire, par exemple, une de mes priorités, c'est le grand âge. Pourquoi pas ? Il n'en a absolument pas reparlé dans son discours de politique générale. Donc on sent quand même un Premier ministre dont le cap est assez flou, dont les propositions restent très incertaines. Marine Le Pen, après le discours, a dénoncé une coalition du vide et du cynisme, fustigeant les arrangements, les désistements et les combines qui ont mené à la nomination de Michel Barnier. Les mots sont durs, le vide, le cynisme, les arrangements. Et pourtant, vous ne censurez pas. Mais parce que nous, on ne veut pas rajouter du chaos politique à cette situation
situation que traverse le pays. On est dans une situation extrêmement difficile, les finances publiques sont exsangues, l'insécurité est particulièrement importante dans notre pays, avec des faits de société qui terrorisent les Français chaque jour. On a quand même une situation très abîmée du pays, on ne va pas rajouter du chaos politique. Donc nous, on a dit, on laisse Michel Barnier nous proposer ses pistes. On l'a vu hier, ça nous semble un peu court. Moi, je dirais qu'il n'a pas marqué un point hier. On lui laisse élaborer maintenant le budget, c'est-à-dire la déclinaison de ces grandes orientations politiques. Mais sincèrement, tout ça me paraît pour le moins très déceptif. Mais n'est-ce pas une fausse menace, au fond, la censure c'est votre manière de dire on va censurer, mais au fond, il vous va bien ce gouvernement de Michel Barnier, non? Non, parce que, j'allais dire, si Michel Barnier prend conscience d'un certain nombre de sujets sur lesquels il faut bouger. Par exemple, je vois que sur les cartes vitales, la lutte contre la fraude et les cartes vitales biométriques, il a retenu nos propositions. Donc si ça permet d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets, très bien. Ça veut dire que ce sera toujours ça de gagner pour les Français. Mais si à côté, c'est un Premier ministre qui finit par tondre les sociétés, les ménages, la France du travail à travers l'impôt, parce qu'on ne sait pas jusqu'où, j'ai écouté le ministre des Finances chez un de vos confrères dernièrement, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, jusqu'où ils veulent le faire, alors là, ce sera difficile. Et puis, il n'y a pas de rupture franche avec le macronisme. En fait, on voit bien que tout ça, ce sont des zigzags, mais il n'y a pas de rupture avec le macronisme. Sébastien Chenu, quand vous entendez Bruno Retailleau vouloir le retour de la double peine, un référendum sur l'immigration, remettre en cause l'état de droit, qu'y a-t-il de différent avec ce que vous dites, vous, au Rassemblement national? Laure Lavalette, elle-même, députée RN, elle l'a reconnu. Quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement national. Vous assumez cette proximité-là? Mais c'est vrai que Bruno Retailleau reprend dans son discours beaucoup de nos propositions, de nos arguments ou de nos positionnements. Mais ça, c'est le verbe. Et encore une fois, si vous voulez, moi je me souviens d'un Bruno Retailleau, par exemple, très hostile à la construction européenne, souverainiste avec Philippe de Villiers. Aujourd'hui, il siège dans un gouvernement dont le ministre des Affaires européennes est probablement l'incarnation du fédéralisme. Jean-Noël Barrot est l'incarnation familiale, intellectuelle du fédéralisme. Donc, les discours de Bruno Retailleau ne vont pas suffire. J'ai vu aussi que Michel Barnier l'avait, si ce n'est recadré, il l'avait borné. En tous les cas, il le borne en lui mettant de toute façon à ses côtés. Mais pour vous, ça pourrait être un porte-parole du Rassemblement national Vous reprenez ce qu'a dit Laure Lavalette hier? Pas un porte-parole du Rassemblement national, parce qu'il va falloir à Bruno Retailleau une sacrée dose de courage dans un gouvernement construit pour que tout ça n'aille pas au bout des logiques. En fait, ce que je crois, c'est qu'il pense que dire, c'est faire. Et c'est souvent la faiblesse de ceux qui nous dirigent depuis des années. Ils pensent que dire, c'est faire, et ensuite, ils sont obligés de ne pas aller au bout de certaines logiques parce qu'ils composent, ils négocient, ils renoncent. Et moi, je crois que c'est un gouvernement de compromis. Il l'a dit, Michel Barnier. Mais c'est bien le souci, c'est que dans ce gouvernement, et c'est bien ce qu'on a dénoncé, c'est qu'il n'y aura pas de capacité à aller au bout d'un certain nombre de logiques et aller au bout de la rupture avec le macronisme. Oui, mais de fait, personne n'a la majorité absolue, ni vous, ni eux. Donc certes, mais les Français ont fait passer des messages. Les Français ont fait passer des messages, et moi je crois qu'il y a des majorités trouvables sur des sujets. Nous, on a fait un certain nombre de propositions, mais regardez. Des messages, notamment le Front républicain qui a marché. Sébastien Chenu, vous en avez payé. C'était un message, non? C'était plutôt une façon de contourner par des arguties politiques la volonté exprimée par les Français dès le premier tour. Mais je note par exemple, Michel Barnier parle assez vaguement d'ailleurs, du pouvoir d'achat des Français. Et puis, sa réponse, pour l'instant, ça a été d'avancer la revalorisation du SMIC prévue en janvier à novembre. Je ne crois pas que ce soit une politique. Je pense qu'il a juste avancé de quelques mois une revalorisation du SMIC, mais le pouvoir d'achat, moi j'aurais attendu de Michel Barnier qu'il dise, puisqu'il a parlé des partenaires sociaux, réunissons les partenaires sociaux, travaillons sur l'augmentation des salaires des Français jusqu'à 3 fois le SMIC en échange de gel de cotisations patronales, et puis allons-y pour donner de l'oxygène à la France du travail. Rien. En fait, à part cette revalorisation du SMIC avancée, c'est pas ça une politique de pouvoir d'achat. Sébastien Chenu, Michel Barnier a rappelé que la véritable épée de Damoclès était notre dette financière colossale. Il a annoncé souhaiter ramener le déficit à 5% en 2025, 3% en 2029. Et pour lui, le premier remède doit être la réduction des dépenses et la fin de l'argent magique. Pour l'instant, on n'a pas le détail des mesures. Mais est-ce que vous partagez l'objectif ? Mais son
son objectif, il est assez intenable pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il l'a dit lui-même, il a fait une réponse assez cruelle à Gabriel Attal, où il a souligné qu'il héritait d'une situation qui avait été créée par ses prédécesseurs. Mais le problème, c'est que Michel Barnier fait partie de ses prédécesseurs. Il n'a pas lui-même gouverné, mais ses amis ont accompagné finalement cette politique durant toutes ces années. Donc c'est leur héritage commun. Demain, la réduction, enfin revenir à un déficit de 5% me semble un peu audacieux. Alors on n'a pas les mesures précises, me semble un peu audacieux dans le sens où il n'ouvre pas un certain nombre de dossiers de dépenses tabous. Nous, on a parlé souvent des dépenses de l'immigration, mais ce ne sont pas les seules de dépenses tabous sur lesquelles il y aurait des économies importantes et pérennes à réaliser. Il refuse de les ouvrir. Comme quoi, à part l'immigration? Par exemple, les énergies intermittentes. Moi, j'ai vu que dans le projet de budget, l'un des seuls budgets en hausse, c'est par exemple l'éolien, et notamment l'éolien en mer. Là, qui va mobiliser 500 millions. Il a parlé également de la dette écologique. Il a dit qu'il n'y a pas que la dette financière et la dette écologique. Elle n'existe pas, la dette écologique? Si, probablement. Mais là, c'est autre chose. Moi, je vous parle des énergies intermittentes qui coûtent beaucoup d'argent aux Français. Les parcs éoliens en mer, ce sera 500 millions d'euros de plus dans le budget, avec une très faible capacité de résultat. Donc, je veux bien qu'on ait des objectifs écologiques, mais il faut y mettre les moyens et des moyens efficaces. Or, je considère qu'aujourd'hui, ce gouvernement a pris, là encore, de mauvais chemins. Et là aussi, il y a des économies à réaliser. Alors, Michel Barnier, vous le savez, a demandé hier une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, ainsi qu'une participation au redressement collectif. Ce sont ces mots aux grandes et très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Vous avez indiqué pas de hausse d'impôts, ligne rouge, pas de hausse d'impôts. Là, il y a une hausse d'impôts. Vous voterez contre ? Non, mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on s'appuie sur ce qui fait tenir aujourd'hui notre économie, c'est-à-dire la France du travail et les PME, les TPE, les entreprises qui aujourd'hui ont déjà un certain nombre de difficultés pour finalement venir essayer de combler les trous du budget. Donc si Michel Barnier, et c'est là où on ne sait pas où il va mettre le curseur, et ce matin, je n'étais pas rassuré en écoutant Antoine Armand, si Michel Barnier, à un moment, met le curseur à un niveau qui nous semble inacceptable, c'est la ligne rouge. Mais c'est quoi le niveau inacceptable? Vous avez parlé du grand méchant flou pour le discours de Michel Barnier. Sur cette question des surprofits ou de taxer les plus riches, vous êtes également flou au Rassemblement national. C'est pas très clair. Vous voulez ou non taxer les plus riches? Sur les surprofits, on l'a demandé. Et je rappelle que dans la dernière législature, c'est le Modem et la gauche qui ont empêché de faire aboutir notre proposition sur les surprofits. C'est-à-dire pas des profits. Il est normal qu'une entreprise fasse des profits, mais des surprofits, c'est-à-dire des résultats qui sont faits en dehors de la stratégie d'entreprise. Sur la contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, vous voulez qu'ils fassent une contribution exceptionnelle, oui ou non? Mais c'est quoi les Français les plus fortunés? Moi, je reprends par exemple, François Hollande disait qu'on est riche à partir de 4 000 euros. Ça me semble pas être totalement juste. Donc, où met le curseur, où le Premier ministre met-il le curseur? Et je me méfie de politiques qui commencent par dire on va faire payer les Français les plus fortunés sans nous expliquer qui ils sont et qui, à la fin, on l'a vu avec beaucoup de ménages, notamment qui aujourd'hui sont mis à contribution, eh bien, qui touchent tout le monde. Les 0,001% des plus riches, il faut qu'ils fassent une contribution exceptionnelle ou non? Mais probablement qu'il faut faire en sorte de revoir notre fiscalité et mettre à contribution ceux qui peuvent encore le faire. Mais attention, là où on met la barrière, où on met le curseur, comme je l'ai dit. Et je pense que c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, voilà, on connaît la chanson, quand c'est flou, quand c'est le grand méchant flou, c'est qu'il y a un grand méchant loup. Vous citez Martine Aubry. Voilà. J'améliore même. Question courte, réponse courte. L'enterrement de la réforme de l'assurance chômage, c'est bien ou pas bien? Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Revoir les partenaires sociaux sur la réforme des retraites pour l'améliorer? Oui, mais il y a une chose plus simple à faire, c'est commençons par l'abroger. Nous, c'est ce qu'on propose dans notre niche parlementaire. La niche, c'est un moment où l'opposition peut maîtriser l'ordre du jour. On fait ça le 31 octobre. Et une fois qu'on abroge le texte actuel, eh bien, on peut réouvrir une grande négociation. Michel Barnier s'est dit prêt à une réflexion sur le scrutin proportionnel, demandé de longue date du Rassemblement national. Vous dites quoi ce matin? Mais là encore, c'est un peu flou. Une réflexion, ça veut dire quoi? Nous, c'est clair. On demande le scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. C'est-à-dire que tout le monde soit représenté, une prime majoritaire, pour stabiliser effectivement le Parlement. Donc Michel Barnier nous dit qu'il veut bien y réfléchir. C'est déjà ça de prix. Mais là encore, parler, réfléchir, c'est bien. Agir, c'est mieux.
Sébastien Chenu, un procès décisif s'est ouvert ce lundi pour votre parti. Il doit durer 2 mois. C'est le procès des assistants du Parlement européen. Marine Le Pen, le RN et plus de 20 personnalités de votre parti sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics, complicité et recel de fonds publics. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il est reproché à Marine Le Pen, alors eurodéputée, et aux autres prévenus d'avoir touché du Parlement européen 6,8 millions d'euros, versés à des assistants qui n'ont jamais travaillé ou presque jamais pour le Parlement européen, ce qui est illégal. Êtes-vous serein déjà et avez-vous confiance en la justice ? On est serein, on est combatif. La justice, j'espère, verra les choses avec l'objectivité qu'on attendait. Si on remet notre sort entre les mains de la justice de notre pays, on ne peut pas dire que ça puisse nous laisser dormir tout à fait sereinement chaque jour. Si on regarde le passé, souvent on a été très maltraité, voire plus maltraité que les autres. Mais sur ce dossier-là, je pense qu'il y a des choses à dire qui sont importantes. D'abord, c'est un procès sur la liberté politique et parlementaire. Nos collaborateurs ne sont pas les employés du Parlement européen. C'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que... Ils sont payés par le Parlement européen et la règle, c'est qu'ils effectuent un travail lié au Parlement européen. Parlement européen, on le voit et on le voit dans le dossier, vous le savez, vous le connaissez. Le dossier d'accusation parle d'un système centralisé, parle d'assistants parlementaires bien en peine d'expliquer ce qu'ils faisaient pour le Parlement européen, certains n'ayant jamais mis les pieds au Parlement européen. Il y a aussi un échange de courriels entre un ex-député à Rennes et Valéran de Saint-Just. Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs, on va se faire allumer, auquel Valéran de Saint-Just, à l'époque trésorier, disait « Je crois que Marine sait tout cela ». Il y a des choses qui sont accablantes et il y a de l'argent, 6,8 millions d'euros qui ont été versés au Rassemblement national. Deux choses très précises. C'est pas... Zéro enrichissement personnel. C'est important de le dire. Aucun euro n'est allé dans la poche des dirigeants politiques du Rassemblement national. Zéro enrichissement personnel. Zéro emploi fictif. On nous reproche de ne pas avoir travaillé, que nos collaborateurs n'ont pas travaillé, vous l'avez dit vous-même, pour le Parlement européen. Ben non, on ne travaille pas pour le Parlement européen, on travaille pour des idées politiques. Et il se trouve que ces idées politiques, quand on est député d'opposition, elles sont a priori parfois contradictoires avec les décisions, les volontés de la Commission, du Parlement, etc. Vous assumez en fait ce matin d'avoir enfreint les règles ? Non pas d'avoir enfreint les règles, nous n'avons enfreint aucune règle, nous avons fait de la politique. Si le Parlement européen veut que les collaborateurs ne travaillent que dans un sens, c'est-à-dire soutenir la logique politique du Parlement européen, eh bien à ce moment-là, il faut les transformer en salariés du Parlement européen. Aujourd'hui, les assistants parlementaires de Jordan Bardella et de tous ceux que vous avez envoyés au Parlement européen, ils travaillent pour le parti ou ils travaillent pour le Parlement européen ? Vous avez changé vos règles. Ils travaillent pour des députés européens qui mènent un combat politique contre cette structure et qui ont été élus pour le faire. Oui, nos collaborateurs, comme nos élus évidemment, font de la politique. Et c'est probablement ce qui déplaît fortement au Parlement européen qui aimerait avoir des classes bien sages de gens qui ne travaillent que dans la même direction. Vous estimez que c'est au Parlement européen de financer le parti, c'est ça ? Ah non, pas du tout. C'est au Parlement européen de financer les collaborateurs de ces députés dans leur diversité. Les députés ont une diversité, ils sont élus, ils ont des diverses opinions politiques et les députés emploient leurs collaborateurs et leur font faire. D'ailleurs, c'est pareil à l'Assemblée nationale. Quand on embauche un collaborateur, on lui attribue une mission, une tâche dont on est le juge-arbitre. Le MoDem a été condamné alors que le Parlement n'avait versé qu'1,4 million d'euros. Vous, c'est 6,8 millions d'euros. Est-ce que vous craignez la condamnation ? Non, je ne crois pas, parce qu'on a des éléments qui vont nous permettre d'expliquer notre innocence, notre bien fondé. Donc on est assez serein, on est combatif. Marine Le Pen n'est pas du genre à se planquer. Non, elle y va. Chaque jour, en tous les cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle sera présente pour répondre, argumenter, faire valoir nos droits. Parce que derrière, je le disais, c'est la liberté politique qui est en jeu. En revanche, Jean-Marie Le Pen n'a pas pu assister au procès des assistants parlementaires du FN. Vous levez les yeux au ciel, Sébastien Chenu ? Bah oui, c'est un monsieur qui a 96 ans, qui n'est pas dans un état de santé qui lui permet probablement de répondre. Effectivement, une expertise a estimé qu'il n'était pas en état d'être jugé pour des raisons de santé.
96 ans, il a pourtant été filmé ce week-end en train de chanter en compagnie de Match Retour. Vous connaissez ce groupe Non, de pas du rock tout. lyonnais proche de la sphère néo-nazie. Marine Le Pen a indiqué qu'elle avait déposé plainte pour abus de faiblesse contre le groupe de musiciens. Il s'invite toujours au bon moment, Jean-Marie Le Pen, non? Oui, je crois que là, c'est pas lui vraiment qui s'est invité. Il est manipulé. Marine Le Pen a déposé plainte, vous l'avez dit, pour abus de faiblesse, c'est-à-dire qu'il y a derrière des gens qui essayent de faire un procès à Marine Le Pen, de régler un compte à Marine Le Pen en utilisant la faiblesse aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen. Et je pense que tout ça est assez malvenu. On sait très bien qui y a derrière ces groupes.